24 TV. Donc toujours quand les alaka. C'est Lola. Chaîne À défaut. Bonjour amis internautes, merci partout. C'est une 24, une chaîne qui était mise en Australie, dans la ville de Melbourne, toujours en collaboration avec Grand Journal. Nous revoici encore dans des sujets d'actualité. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est vendredi, nous commençons notre week-end. Aujourd'hui, nous vérifions, c'est le 40e aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 14 mars 2025. Je suis à ma gauche, c'est Maître Guy. Maître Guy, vous connaissez, c'est l'habitué aussi du plateau. Bonjour Maître Guy. Bonjour Denis. À ma droite, c'est Eric Mwamba, le directeur de publication de Grand Journal. Bonjour Maître Eric. Bonjour cher Denis. Bonjour Maître Guy. Bonjour mon frère. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau et nous pensons que nos internautes auront un bon temps de télé avec surtout avec les deux vertébrés de Victoria, de Melbourne, parce que Bazalakami Balete. Maître Guy, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Vous avez presque disparu dans ces duos ici, je ne vous vois plus. Hein? C'est toujours l'invitation que vous avez toujours demandé ou bien Bon, en tout cas, d'abord, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci et saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder et finalement terminer avec mon frère Eric. Ça fait longtemps, bon, tu vois, nous avons souvent un problème de temps. Le timing vraiment pose problème. Tantôt, je suis un peu libre, je viens répondre et puis, bon, tantôt, quand je viens, Eric n'est pas là et vice-versa. Mais voilà qu'aujourd'hui, la force des choses a fait que nous puissions nous voir et je suis content que je sois sur le même plateau avec mon frère Eric. Ensemble, nous allons débattre. Monsieur Grand Journal, on ne pose plus de questions parce que vous êtes vraiment l'habitué, toujours présent. On était ici hier soir, mais qu'est-ce qui est en train de changer avec Grand Journal? Rapidement, qu'est-ce que Grand Journal nous a réservé pour la semaine qui va venir? Non, la semaine qui va venir, comme nous l'avons annoncé, nous allons faire un dossier sur la configuration de la nouvelle armée, selon nous. Comment la nouvelle armée congolaise va se positionner par rapport à la RDC, mais aussi par rapport à l'Afrique et au monde. Ça sera l'un de nos grands sujets la semaine qui va commencer. Nous allons faire un sujet sur le poids économique de la RDC dans l'économie de la France. Voilà, parlant de l'armée, la première question qui revient à Maître Guy, pourquoi on ne parvient pas à gagner cette guerre? Et pourtant nous parlons de l'armée, la restructuration de l'armée, comme vient de préciser Eric Mwamba. Pourquoi cette guerre n'est pas gagnée? Bon, je pense que plus d'une fois, je ne cesserai de le répéter parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont la charge de la direction de notre pays n'ont pas encore compris les choses et ils ne s'y mettent pas vraiment pour travailler. On ne gagne pas la guerre avec des théories, mais on gagne la guerre en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, entre autres la préparation. Or, quand on parle de la préparation de l'armée, il faut d'abord, hormis les moyens, avoir une vision, avoir un objectif et finalement commencer à travailler sur la vision de ce que nous voulons que notre armée puisse être, comme Eric a dit, et puis avoir des objectifs qui sera entouré de mécanismes pour que tout l'ensemble nous permette d'atteindre à ce que nous appelons le réajustement, si pas la préparation de l'armée. Denis. Mais palpablement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour l'instant? Si vous devriez conseiller, si vous devriez rentrer un peu en arrière, parce qu'ici, il a été évoqué ici par Eric Mwamba, que aussi longtemps que notre pays n'est pas développé, je ne pense pas que la guerre pourrait être gagnée. Bon, Denis, je commence par le second aspect. Et juste pour affirmer, il n'y a
pas de développement sans sécurité. Lorsque nous parlons de la sécurité, l'armée étant un élément qui favorise ou bien qui amène à cette sécurité-là, tant qu'on va avoir des situations comme ça, ça va être difficile qu'on parle du développement, sinon c'est de l'utopie. Mais rentrons maintenant à la question que vous avez posée. À l'heure actuelle, c'est comme si vous me demandez de proposer d'aller à des solutions palliatives. À l'heure actuelle, vu la situation, 1, payer les militaires comme il se doit. 2, éviter le tribalisme au niveau de l'armée. 3, faites en sorte que de responsables patriotes puissent gérer l'armée. 4, regardez dans quel mécanisme on peut récupérer les quelques éléments que nous avons qui vont donner du nouveau tonus et puis rebondir petit à petit jusqu'à ce que nous allons y arriver. Je termine en disant que le trou qui a été creusé est quand même un trou considérable. Et on espérait pendant les 6 ans de ce régime ici qu'il fasse quelque chose mal. Alors Yves Mwamba, on nous dit ici que la sécurité va avant tout. Donc le développement ne peut pas précéder la sécurité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une armée forte d'abord, il faut organiser de l'armée et ainsi de suite. Ben, je pense que vous êtes le fervent dans du développement. Et qu'est-ce que vous pouvez-vous nous expliquer au fait comment vous pensez que le développement devrait précéder la sécurité? Je pense que ça dépend des choix de gouvernance qu'on va faire. Ce que Maître Guy dit n'est pas faux. Quelqu'un, un dirigeant, peut choisir l'option que Maître Guy propose, sauf que l'expérience a montré que si nous prenons les pays africains qui ont eu l'indépendance vers les années 60, qui se sont investis dans la sécurité, on constate que sur le plan de développement, ces pays-là n'ont pas progressé sur le plan de développement, puisqu'ils ont investi beaucoup de moyens, ils se sont concentrés sur les investissements massifs dans la sécurité. À un certain moment, il y a eu un décalage, il y a eu une adéquation entre les dirigeants et la population. Donc la population s'est rendue compte qu'elle était laissée pour compte au profit de l'armée. Du coup, l'armée est devenue un appareil sécuritaire pour l'État, pour les régimes, au lieu d'être un instrument de sécurité pour la population, puisque la population ne trouvait pas son compte. C'est comme ça qu'il y a eu même dans ces pays-là rixe entre l'armée et la population. Par contre, les pays qui ont choisi d'investir dans le développement, je vais donner le cas de la Côte d'Ivoire. On connaît la débâcle de la RDC avec Mobutu Sese Seko qui avait fait des investissements massifs dans les renseignements, dans les unités d'élite, etc. Mais sur le plan de développement, par exemple, les 1500 km de rails qui sont laissés par les Belges sont toujours les 1500 km de rails jusqu'à aujourd'hui. Pour ne donner que cet exemple. Mais quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, un pays qui a eu l'indépendance vers les mêmes années, le président Houphouët-Boigny a choisi d'investir dans les infrastructures. Donc il a construit des routes qui relient le nord au sud, l'ouest à l'ouest. Il a construit les écoles, les universités. Ce qui fait que ces pays-là, vous voyez, il y a moins d'Ivoiriens comme réfugiés dans d'autres pays. Pourquoi? Puisqu'un Ivoirien pouvait aller à l'étranger avec une bourse d'études et rentrer dans son pays pendant qu'un Congolais pouvait aller avec une bourse d'études, rester à l'étranger puisque le pays ne lui offre pas les opportunités d'être. Moi, je préconise les développements. Pourquoi je dis ça? Puisque même sur le plan militaire, on peut développer une industrie militaire. Par exemple, puisque le pays, la RDC a beaucoup de ressources, si vous faites une industrie militaire, que vous produisez les tenues, la nourriture, c'est que les militaires doivent manger, les munitions sur place. Les pays qui vous font la guerre n'auront plus intérêt à faire la guerre en RDC puisqu'ils n'envoient pas leurs munitions, ils ne vous vendent pas leurs munitions, ils ne vous vendent pas les armes, ils ne vous vendent pas les tenues, ils ne vous vendent pas la nourriture. Donc du coup, vous leur coupez l'herbe aux pieds. Donc en sociologie, on dit un pays qui se développe a tendance à se démocratiser. Donc moi je préconise la construction massive des infrastructures plutôt que la montée en puissance de l'armée. Voilà, ben, avançons. Après cette résolution, après la résolution de 2773 et les pluies des sanctions qui a frappé Rwanda et évidemment ensemble avec M23 et AFD et AFC de Nanga, mais on continue toujours à
gagner des localités, continue toujours à gagner des localités. Cette résolution et les sanctions n'ont pas fait preuve, Maître Guy. Oui, Denis, je voudrais réagir au dernier point concernant l'économie. Regarde, ici, je pense qu'on est en train de parler d'un aspect spécifique, surtout concernant notre pays, parce que la sécurité dont on parle se tourne autour de la RDC, et même en général, quand vous regardez, à l'époque où mon frère Eric a invoqué de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la paix, ils étaient en mesure de parler de la paix, et puis la sécurité est venue. Vous savez, lorsqu'on parle du développement économique, vous devez tenir compte de 3 piliers. Il y a le pilier social, il y a le pilier économique qui vise le modèle économique un régime ou bien le pays impose. Et puis finalement, il y a le pilier environnemental qui pose les limites qui sont non négociables. Et dans le pilier environnemental, c'est là qu'on parle de la sécurité. Si ces limites non négociables... On ne pense pas que l'environnement, on parle du développement. Non, quand on parle de aménager l'environnement. Mais oui, il faut changer l'environnement. Oui, on aménage l'environnement d'abord par la sécurité. La sécurité amène l'élément confiance. L'élément confiance est un des facteurs clés de l'économie et voire même de la monnaie. Voire même de la monnaie. Sans cela, c'est très difficile. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, au Congo en particulier, et en Afrique en général. Dites-moi un peu, quand vous prenez l'Est, je termine par là, quand vous prenez l'Est, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'initiatives privées là-bas. Mais pourquoi ces initiatives privées n'arrivent pas à monter la pente? Parce que vous commencez aujourd'hui, il y a des corporations qui se créent, ils commencent bien, après 2 ans, 3 ans, les rebelles entrent. Ça freine non pas seulement l'élan, et nous connaissons même des pertes de vies humaines, des pertes de structures et consorts. Et vous reprenez. Donc ça freine le développement. Il n'y a pas de développement sans la sécurité. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que, là j'entre maintenant dans le deuxième aspect, c'est-à-dire que je vous avais dit dans mon émission la fois passée, pour le moment là, nous allons négocier en position de faiblesse. Bon, je pense qu'on va arriver là-bas, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue toujours à récupérer des localités? Mais parce que, Denis, nous sommes faibles sur le plan sur le plan militaire, nous sommes faibles sur le plan de renseignement, nous sommes faibles partout. Dis-moi dans une région où les rebelles viennent, ils prennent. Même si vous aviez commencé une initiative économique, comment vous allez commencer ça? Ça devient difficile, selon que je vais rester... On parle des territoires qui continuent à être récupérés. Mais la réponse est simple, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Maître Guy insiste que nous sommes faibles, développement, et ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, en attendant le dialogue? Nous allons parler de cette rencontre qui viendra, qui est en perspective. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces résolutions et les sanctions, on continue toujours à récupérer des localités? Et entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, en attendant, la rencontre M23 et le gouvernement congolais? Puisqu'il y a le temps d'adoption des résolutions et des sanctions et le temps de leur exécution. Entre-temps, comme Maître Guy a dit, si vous n'avez pas une armée, il y a des gens qui parlent d'une armée dissuasive. Moi, je parlerai seulement d'une armée. Puisqu'avant de parler d'une armée dissuasive, il faut d'abord que cette armée existe. Or, la débâcle de Goma et de Bukavu montre qu'on n'a pas d'armée. Par conséquent, si on adopte les résolutions et les sanctions, comme elles ne seront pas exécutées le même jour, encore faudrait-il que vous ayez la force pour équilibrer dans la balance, pour faire exécuter les résolutions. C'est pour cela, en attendant l'exécution des résolutions, il y a de nouvelles localités qui tombent. Pour maintenant renverser la tendance, il faut utiliser l'autre armée qu'on a. L'autre armée qu'on a, c'est la population. Nous sommes nous luttons contre un pays de 14 millions d'habitants, pendant que nous sommes 120 millions d'habitants au pays et 25 millions dans la diaspora. L'autre armée que nous avons, c'est la population. Or, si vous n'utilisez pas l'armée dissuasive ou répressive, militaire, il faut utiliser l'armée de la population. Or, il s'est fait, à mon point de vue, que l'État congolais
peine à utiliser même la population, peine à mobiliser même la population. Vous savez que, je vais finir par là, les puissances occidentales reculent souvent lorsqu'un peuple se met en colère. Or, si vous avez un peuple qui est attentiste ou que vous-même vous mettez dans une situation d'attentisme, sans une armée, comme Maître Guy a dit, et sans utiliser la pression populaire, les localités vont continuer à tomber, puisqu'on parle en relations internationales, on parle de talk and fight, c'est-à-dire vous négociez en même temps vous vous battez. Voilà, vous négociez en même temps vous vous battez. Mais il y a l'annonce aussi, entre-temps, parce qu'on a dit, on parlait de l'actualité de cette semaine, il y a l'annonce des rencontres entre, c'est l'Angola avec sa presse qui a annoncé que Fachi sera en face des M23, il y aura négociation. Qu'est-ce que vous pensez de ces négociations? Qu'est-ce qui va aboutir? Bon, je pense que, comme Eric a dit, ça se justifie tout ce qu'on disait. À l'heure actuelle, nous allons en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons avec des territoires déjà occupés par des rebelles. Il y a la résolution 2773 qui était sortie. Quand vous regardez parmi les 5 grands points de cette résolution ici, c'est comme si on parle, mais le mécanisme de mise en place effectif pour que ces résolutions-là soient mises en musique, on n'a pas vraiment tenu compte de ça. Mais quand vous regardez le point 5, on nous renvoie à la négociation. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour le moment? Allons négocier, regardons le contour et limitons les dégâts. Eric, qu'est-ce que vous pensez de la... Limitons les dégâts. Je pense juste ce que Maître Guy a dit. Les résolutions pour mettre ça en place, ça dépend de qui. Parce que pour Maître Guy, la praticabilité de cette résolution, on ne le met pas en place. Mais vous pensez que qui pourrait profiter? Comment le Congo pourra profiter de ces résolutions? Et je pense que c'est ça le problème. Parce que quand tu dis que je ne sais pas le mécanisme de mise en place de ces résolutions, comment ça devait se faire? Bon, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque cette émission a une valeur pédagogique, a la même valeur qu'un jugement si nous étions dans un tribunal normal. Or, Maître, qui est un juriste chevronné, sait qu'un tribunal peut prendre un jugement en votre faveur, mais ce jugement peut dormir au greffe. Donc, il vous appartient à vous, en tant que bénéficiaire de ce jugement, de faire le suivi pour que les jugements soient appliqués. Puisque les tribunaux, après avoir pris le jugement, peuvent avoir d'autres chats à fouetter. Si vous-même, vous ne mettez pas la pression pour que ces jugements soient appliqués, il ne sera pas appliqué. C'est la même chose avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez que après cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a désigné le Rwanda comme un pays ayant agressé la RDC et qui a désigné le M23 comme un mouvement supplétif ou coopératif avec l'armée rwandaise, la résolution les a sommés de quitter le territoire de la RDC avec un caractère exécutoire immédiatement. Mais le problème, c'est il faut que, vous savez qu'après la prochaine étape, par exemple, le Conseil de sécurité pourra prendre une résolution pour la création d'une force d'imposition. Mais tout ça, les pays qui nous agressent savent que les Nations Unies n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de troupes. C'est-à-dire que même dans le cas où on pourrait prendre une autre résolution pour la création d'une mission d'imposition de la paix, puisque le Conseil de sécurité, c'est l'organe suprême d'imposition de la paix ou de maintien d'imposition de la paix dans le monde. Mais vous savez que les pays qui nous agressent, Paul Kagame, il y a aussi l'Ouganda, même si on n'en parle pas. Ils ont plus de 30 ans de pouvoir. Et donc, tous les autres chefs d'État qui sont dans la sous-région, que ce soit la SADC ou l'AEC, ce sont de nouveaux chefs d'État. Et eux, ils maîtrisent les arcanes de la diplomatie. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais c'est important quand vous avez fait 30 ans au pouvoir. C'est important quand vous avez... Paul Kagame n'est pas à sa première guerre. Ils ont fait la guerre en Ouganda. Ils ont fait la guerre en Somalie. Au Soudan. Ils ont fait la guerre en RDC plusieurs fois. Donc, ils savent que les résolutions peuvent avoir du mal à se faire appliquer. Alors, M. Guy, est-ce que vous soutenez aussi que c'est la République démocratique du Congo avec son gouvernement qui devrait plutôt faire en sorte que ces résolutions puissent être appliquées? Non, mais Denis, regarde, la diplomatie, je pense que ça ne marche pas vraiment tel que nous pensons. Donc, nous sommes en train de blaguer.
au Congo. Notre gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour stabiliser la situation et permettre à ce que nous puissions retrouver notre intégrité. Regarde, dans la diplomatie, il y a un principe sacro-saint, le rapport de force. Tout à l'heure, là, Eric vous a parlé d'un principe, c'est-à-dire qu'on négocie et puis on fait quoi? On sait pas, token fat. Denis, tu vois tout ce que, au point 4, quand vous lisez le point 4 de cette résolution-là, le Conseil renvoie toutes les parties à entrer en contact avec la MONUSCO pour que la MONUSCO observe le cessez-le-feu. Ok? Prenons la date à laquelle la résolution est sortie. Quels ont été les efforts de notre gouvernement? Quelle a été l'approche de notre gouvernement pour commencer ce processus-là? On y est arrivé. Je puis vous dire... Qu'est-ce que tu voudrais que fasse? Parce qu'ici, on apporte des solutions. Qu'est-ce que tu penses que la République démocratique devait faire avec son gouvernement pour profiter de cette... Non, ce que la République devait faire, c'est-à-dire que la République devait continuer à se battre, à changer, à restructurer l'unité de commandement de l'armée. Commencer à corriger les erreurs qui ont été vues à l'insu de tout le monde et pendant ce temps-là, entamer le processus pour que cette résolution soit le plus rapidement possible mise en musique et dans l'entretemps, nous négocions. Parce que vous savez ce qui va arriver, ça sera quoi? Parce que nous ne faisons rien. À l'heure actuelle, quand vous regardez le comportement de Kinshasa, c'est comme si tout le regard est tourné vers Luanda. Maintenant que le président a accepté. Or, je vous avais dit, à l'émission qu'on a fait avec toi, quand tu as posé la question de savoir la démarche des catholiques et tout, je vous avais dit que pour moi, la démarche des catholiques est salutaire. C'est justement à cause de toute ce faiblesse ici. Ici, il n'est pas question d'invoquer d'abord la SADC et tout. D'ailleurs, avec toutes ces organisations régionales ici, beaucoup de pays membres de ces organisations se sont déjà prononcés individuellement dans leur parlement pour dire, j'ai suivi par exemple l'Afrique du Sud, vous avez suivi les débats, lorsque les militaires sud-africains sont morts, il y a eu des députés qui ont dit qu'on ne permettrait pas que nos enfants aillent mourir au Congo alors que les Congolais sont là. Alors que dans tous les cas de figure, la balle revient à notre camp. C'est-à-dire que perdre une ville, ce n'est pas perdre la guerre. Vous avez perdu une partie de la guerre. Mais pour le reste, qu'est-ce que vous faites? Regardez vous-même. L'attitude de Kinshasa maintenant, là, c'est le gouvernement de l'Union nationale et puis le Luanda. Alors, devant cet état de choses, si le terrain est vide, le rebelle fait quoi? Le rebelle avance. Eric Mwamba, que pourra advenir après la rencontre? Parce que nous savons que ça sera se projeté dans quelques semaines ici. Qu'est-ce que vous pensez pourrait arriver palpablement? Ils vont négocier, ils vont se mettre ensemble, ou bien il y aura cessé les feux, et bien qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'analyste? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais compléter ce que Maître Guy a dit. C'est très important, c'est-à-dire que la résolution parle aussi, dit clairement que la responsabilité de sécuriser l'intégrité territoriale de la RDC incombe à l'État congolais. Ça, c'est clair. Deuxièmement, si nous prenons les cas analogues de 98, par exemple, la deuxième guerre du Rwanda contre la RDC, il y a eu deux choses qui ont été faites. Puisqu'on peut se servir de la manière dont cette même guerre a été gérée par le passé. En 98, il y a eu deux choses que Laurent Désiré Kabila a faites. La première chose, c'est mobiliser la population tous azimuts. La deuxième chose, il a recouru à ses alliés, la Namibie, l'Angola et les Zimbabwe. Les trois pays sont venus à la rescousse du pays, puisque dans le cas d'espèce Maître Guy, l'armée a connu la débâcle. Donc on ne peut pas organiser une armée pendant la guerre. Donc pendant la guerre, quand vous perdez les rapports de force sur le terrain, vous recourez aux alliés, à la force d'alliés. C'est comme ça que, même dans le premier cas de figure dont j'ai parlé, des développements contre la sécurité, il y a des pays qui ont signé des accords de défense. C'est-à-dire ces pays savaient que si j'investis beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens dans la sécurité, je risque de négliger le côté développement. Laisse-moi d'abord
investir dans le développement, mais j'ai un accord de défense avec une puissance militaire qui peut me défendre en cas d'agression. C'est le modèle des Ivoiriens, c'est le modèle des pays comme le Japon, etc. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ce qui pourra arriver lors de ces négociations, il y a deux choses. Je prends toujours le cas analogique. En 96, on avait prévu 2 rounds de négociations sur Otenika. Il y a eu le premier round. Laurent Désiré Kabila est venu rencontrer le marshal Mobutu. Il n'est pas venu au deuxième round, puisque entre le premier round et le deuxième round, l'AFDEL a pris plusieurs de nouvelles villes. Donc, ce même cas risque de se répéter si on va à Luanda et que les rebelles viennent, puisqu'ils peuvent aussi refuser de venir si ils confortent leur puissance sur le terrain. Mais le deuxième cas de figure, puisqu'il faut toujours analyser dans tous les sens. Deuxième cas de figure, Corneille Nangaa, qui connaît très bien Félix Tshisekedi, puisqu'il dit qu'ils ont fait les deals en 2018, il peut dire moi nama itikato ça la deal. Donc ils peuvent faire encore un autre deal. C'est aussi une possibilité. Bon, Maître Guy, vous pensez qu'on pourra arriver à une formule de 1+3 comme à l'époque au Félix Tshisekedi, dirigeons ensemble? Mais les négociations, d'ailleurs, je prends seulement la première proposition que tu as dit là-bas. Nous allons à Luanda, mais c'est ce qui sera mis à table en premier. Il y aura un gouvernement de l'Union nationale. Vous avez vu à Kinshasa, ils avaient déjà parlé du gouvernement de l'Union nationale. Et vous savez que la politique, c'est pas seulement la journée, c'est aussi le soir. On avait déjà parlé de ça, mais quand vous regardez même les propositions du M23, ils parlent de ça. Donc je puis dire, eu égard à ces deux propositions-là, il y a déjà un point de convergence. Maintenant, le problème restera de comment est-ce que ce gouvernement de l'Union nationale sera composé. Si, par exemple, dans ce gouvernement de l'Union nationale, il y a la partie rebelle, il y a la partie du gouvernement, mais n'oubliez pas l'opposition est là, n'oubliez pas la société civile. Donc, vous voyez déjà que le régime va se retrouver un peu coincé. Ça, c'est 1. 2. Il faut tenir compte du temps, parce que ça, c'est le dernier mandat du président. Donc, à dater du moment où on mettra le gouvernement en place, et là, sa mise en place, et puis qu'il vienne à Kinshasa, tout et tout coordonné, peut-être ça sera déjà l'année prochaine. Donc, entre l'année prochaine et la fin du mandat de Félix, il ne restera que 2 ans. Donc, vous voyez que nous risquerons de passer, on est déjà en train de passer un bon moment comme ça, et dans tout ça là, c'est en défaveur du peuple congolais, parce que le peuple ne gagne absolument rien. Voilà pourquoi. Parce qu'il y aura, Maître Guy, parce qu'il y aura, ça je renvoie ça rapidement à Eric Mwamba, parce qu'il y aura cette mise en veilleuse de la partie congolaise pour ces mandats de Félix. Vous pensez qu'on va encore compter les années pour que 2028 qu'il y ait élection? Non, s'ils parviennent à un gouvernement d'union nationale, je disais que si le gouvernement d'union nationale serait le scénario après les négociations de Luanda, c'est clair qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Donc les différentes parties vont se mettre d'accord, puisque n'oublions pas qu'il y a aussi la SENCO qui est en jeu, qui a l'expérience. Pour ceux qui ne voudront pas participer aux élections, il faut se dire que non, participer à ce gouvernement national. C'est pour ça comme Katumbi, comme le reste, comme les Kabound qui ont dit nous ne participons pas. Vous pensez qu'ils vont accepter que 2028 soit, j'appelle ça année payée chômée? Non, mais il y a beaucoup de forces maintenant que ça va dépendre de. On a parlé ici des rapports de force. Qu'est-ce qu'eux ils vont représenter dans la balance? Ce qu'ils vont représenter dans la balance va leur permettre soit d'influencer les décisions ou de ne pas influencer les décisions. Mais qu'est-ce que vous pensez, Maître Guy, ces glissements, ces grands glissements? Non, ici il faut même pas rêver. Ici, il faut même pas rêver du glissement. Regarde, le calcul est simple. D'abord, on arrive en 2028. Lorsque on arrive, un régime arrive à accepter un gouvernement soit d'union nationale ou de transition, cela explique que le régime a failli, le régime est faible, le régime est dépouillé. Mais ça pourrait être des stratégies. Deuxième chose, lorsqu'on met un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui est composé de toutes les forces vives de la nation, ou bien les forces politiques, qui travaillent pour la nation avec un seul objectif. D'ailleurs, la question des élections est parmi le point à l'ordre du jour. Donc, ici, là, en 2028, Félix n'aura pas une autre opportunité de faire un report des élections, sinon
il faut changer la constitution. Parce que sinon, quelle sera la base légale? Mais il y aura maintenant des compromis par rapport à la guerre. Et oui, contrairement à Kabila, Kabila a attendu de terminer son mandat. Et Kabila a prolongé. Guerre, hein? Ouais, il n'y avait pas de guerre. Voilà, la situation, là, voilà. Donc ici, on est en face de deux situations totalement différentes. Mais Félix, c'est en plein mandat que la guerre l'a surpris. Maintenant, parler du gouvernement de transition maintenant, là, nous avons encore 3 ans. Dans les 3 ans, on peut préparer la tenue des élections pour assainir l'environnement et politique, social, économique. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, personnellement, moi, quand je regarde la gestion de ce régime ici, je suis parmi les déçus. Donc, ils ont montré leurs limites en 2028. Nous souhaitons vivement que ce régime parte. Mais au moyen des élections. Ça, je voudrais souligner. Au moyen des élections. Si n'organise pas les élections, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est le souhait de Maître Guy ou d'autres Congolais aussi. C'est légitime de leur part, mais faisons comme des vrais analystes, des analystes aguerris qui tiennent compte. La politique, c'est l'art du possible. Cela est déjà arrivé avec la CNS, il y a eu la transition. Mobutu était en plein mandat. Avec 1+4, il y a eu une autre transition. Avec l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a eu encore encore la transition. Avec cette situation, il y aura encore la transition. Ce qui veut dire que cette transition ne tient pas compte de 2028. Dans 2028, non, il n'y aura pas d'élection en 2028. Mais quel sera, regarde, avec la CNS... Je ne parle pas moi de mon souhait. Non, mais j'analyse ce qui va arriver. Mais mon frère, avec la CNS, Mobutu était encore fort. Il pouvait maîtriser la scène politique. Ok, d'ailleurs, pour preuve, il a chipoté avec la CNS. Non, à l'intérieur, Mobutu était encore fort. Et pour preuve, il a chipoté la CNS. On connaît les résultats. Ça, c'est un. Kabila est venu. Kabila a trouvé la guerre. Kabila a manigancé, nous sommes allés à San City et Kabila a maîtrisé tout le monde. Mais maintenant, ils vont aller aussi. Non, Kabila, c'est différent. On ira en Angola. Kabila n'était pas fort. Excuse-moi, il n'était pas fort, mais au moins il avait terminé son mandat. Regarde, Félix se retrouve dans une situation un peu spéciale. Je pense qu'Éric veut remonter. Maître Guy, tu vas continuer. Tu vas continuer avec 1+4 Kabila. Avec 1+4 Kabila n'était pas fort puisque 3/4 du territoire national était contrôlé par les rebelles. 3/4. S'il te plaît, maître, c'est important. Quand on analyse, c'est important de donner des faits. Donc, le RCD, qui est l'ancêtre du M23, occupé de Kivu au Kasaï. Et le MLC de Mbemba occupait l'Équateur, et je pense qu'il y a un autre mouvement aussi. Donc le gouvernement de Kinshasa, il ne restait que 1/4 du territoire national. Mais ils ont fait 1+4, le président est resté. Donc le gouvernement de Kinshasa, parce que n'oublions pas, s'il vous plaît, je termine par là, n'oublions pas, nous sommes dans un processus démocratique. Dit contrairement à tous les autres pays, même aux pays qui nous font la guerre, nous sommes dans un processus démocratique qui est mis à mal. La constitution de la RDC ne prévoit pas la guerre. La constitution de la RDC garantit la place de l'opposition politique, l'opposition démocratique. Quand vous avez pris les armes et que vous avez mis le régime en difficulté, lorsque vous faites les négociations, les termes, les mandats ne seront pas respectés. Donc, vous pensez que, Maître Guy, vous pensez que la situation peut se répéter? Non, c'est-à-dire nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous partons le gouvernement congolais réussit à aller à Luanda et bien négocier avec Nanga, et Nanga, parce que ça ne dépend pas de nous de toute façon, Nanga dit oui, j'accepte une transition en fait qu'on ait des élections après la transition. Le président restera. Est-ce que d'abord le Congo est une propriété privée de Nanga? Non, mais là, c'est un acteur. Il est fort. Non, attends d'abord. C'est la force dont on a évoqué. Attends, Denis, ne faisons pas de Nanga parce qu'il a tenu les armes comme étant le propriétaire. Non, c'est lui, il est fort. Vous parlez de la force. Que là, c'est son point de vue. Vous avez parlé de la force. Nous parlons de la force. Il est fort, nous parlons de la force. Ce qu'ils viennent avec, ce sont des propositions. Ils parlent même en termes de propositions eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'au-delà de ce qu'eux disent, il y a d'autres Congolais
propriétaires aussi de ce pays-là qui viendront avec des propositions et ensemble, c'est lui qui est fort, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, je ne refuse pas. Mais acceptons d'abord le principe de proposition. Pourquoi on vient avec des propositions? Parce que même Félix viendra avec ses propositions. C'est parce que nous estimons qu'on est tous Congolais, il y a eu conflit. Maintenant, nous tendons à arranger la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'insiste sur le fait que quand on gère une nation, vous devez savoir qu'on peut écoper des victoires de différentes manières sans pour autant justifier Kabila, parce que je ne suis pas kabiliste. Les élections de 2006, la situation que le Congo a connue entre 2000 et 2004 et 2005 là-bas, le vainqueur de cette situation-là, c'était Kabila. Kabila n'a pas réussi à chasser Mbemba, par exemple, avec les armes. Il n'a pas réussi à terminer la rébellion de RDC, comme mon frère parle, avec les armes. Mais sur le plan diplomatique, Kabila a gagné. C'est Kabila qui était le président. Eux tous là, ils ont travaillé. Mais aujourd'hui aussi, Félix. Donc, en d'autres termes. Non, mais attendez d'abord que je termine, Denis. Vous allez lui accorder le temps. Regarde, oui, mais regarde. C'est ce qu'on attendait que Félix fasse, que Félix anticipe. Malheureusement, dans les relations internationales, je vous dis que le rapport de force compte. Félix se retrouve être... Donc, on a coupé les pieds sous l'herbe. Mais il sait comment négocier, ça pourrait marcher. Oui, ça c'est autre chose. Mais parlez maintenant... par quel mécanisme juridique le régime ici va nous poser pour dire que... M23 sont entrés dans les pays sous aucun, je ne sais pas, régime. Mais la loi dit quoi? La loi dit quoi? Si nous estimons que Nanga est rebelle, il est entré au pays sans régime juridique. Question. Pourquoi nous allons parler avec quelqu'un qui est nobody? Pourquoi? Mais quand nous acceptons, donc il y a déjà des concessions. Bon, Eric Mwamba, parlons de cette élection. Vous ne pensez pas que c'est Félix Tshisekedi qui a créé cette situation, qui devrait tout simplement jeter l'éponge avant 2028 ou voir, non, jeter l'éponge ou organiser les élections en 2028 obligatoirement, parce que la situation, selon certaines personnes, ils disent que c'est lui qui en est l'auteur, ou simplement démissionner comme certains le préconisent maintenant. Bon, je vais dire que c'est lui qui en est l'auteur, je suis dubitatif, puisque on parle d'une guerre qui dure depuis 30 ans. Ouais. Et n'oublions pas que quand Félix est proclamé provisoirement par la commission électorale, Paul Kagame dit: ne publiez pas les résultats de la Cour constitutionnelle. Attendez-moi que j'arrive. Je ne sais pas si vous oubliez. Oui, il était président de l'Union africaine. Est-ce que c'est le rôle d'un président de l'Union africaine d'interférer dans un processus électoral? Non, je pense que Kabila a été clair. Kabila a dit, on proclame. Mais pour quelles raisons Paul Kagame a dit ne publiez pas, attendez-moi j'arrive? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut creuser pour voir si, parce que selon les informations que nous avons, Kagame, c'est lui qui mettait en pouvoir, qui mettait des chefs d'État au Congo en place depuis Laurent Désiré Kabila, puisque c'est clair que l'AFDEL était l'œuvre du Rwanda et de l'Ouganda. Les Congolais n'ont été utilisés que comme les paravents, comme c'est le cas aujourd'hui avec le M23. C'est pour dire que les rapports de force peuvent changer aussi à tout moment. On peut aller, on lance le premier jour les négociations à Luanda. Et puis, dans les 24 heures qui suivent, les rapports de force changent. Pourquoi? Parce que s'ils trouvent un allié de taille, puisque, s'il vous plaît, Denis, ça c'est très important. C'est-à-dire que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dit, nous l'avons dit ici, que c'est l'État congolais qui est responsable de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Congo, qui est un État souverain. Donc la résolution n'a interdit à l'armée rwandaise et au M23 de se battre, mais n'interdit pas à l'armée congolaise de se battre, n'interdit pas à la RDC de se battre. C'est-à-dire que le rapport de force, ils peuvent aller le premier jour de négociation, deuxième jour de négociation, le rapport, puisque n'oubliez pas que ce sont les politiciens. Jean-Jacques Rousseau dit la politique n'est ni la religion ni la morale. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'église. Il parle, il peut dire ok, j'accepte de négocier avec les rebelles juste pour faire ce qu'on appelle aussi en politique le dilatoire. Donc il vous temporise et pendant c'est possible. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est responsable de cette guerre aujourd'hui que nous avons? Mon cher Denis, plus d'une fois j'ai insisté et réaffirmé, si vous demandez ma position devant la situation de l'Est, il faut que notre gouvernement fasse la guerre.
J'ai déjà dit ça. Mais il a fait la guerre, mais on échoue. Non, on ne fait pas la guerre. Pour le moment là, même si tu posais la question à mon frère Eric, nous ne sommes même pas là où nous nous tenons. On ne fait pas la guerre. Alors, je reviens à la question que tu as posée. Si c'est Félix qui était le responsable. Oui, nous avons connu cette guerre. Il y a 30 ans. Non, cette guerre... Il n'était pas là, lui. Non. Un crime peut avoir n'importe quelle durée. Mais tout le long de cette durée-là, on peut récolter beaucoup de responsables de ce crime-là. Félix fait partie de ce responsable de ces crimes ici. Nous ne lui imputons pas le fait que c'est lui qui a commencé la guerre. Mais Denis, quand nous étions à l'opposition, c'est quoi que vous voulez nous dire que Félix ne connaissait pas? Parce que nous avons combattu avec lui. Je ne veux pas ici m'attarder sur ce que l'UDPS nous a fait voir, les chansons, tout et tout. Mais maintenant, 6 ans au pouvoir. Vous avez entendu mon frère Eric a parlé de la deuxième armée. Vous savez pourquoi le gouvernement n'arrive pas à rentrer donc à s'atteler sur les deuxièmes combattants qui sont le peuple? Parce que pendant les 6 ans de ce pouvoir ici, le peuple malheureusement se retrouve être divisé. Ah ouais. Le pouvoir n'a pas su réunir le Congolais en unité pendant les 6 ans. Nous avons connu des divisions, mais ce que nous voyons ici, c'est difficile. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là, sinon, faute de temps, peut-être que si on aura le temps un autre jour. Voilà pourquoi aujourd'hui... Voilà pourquoi aujourd'hui, quand... Non, les Congolais ne sont pas divisés par rapport à la guerre. C'est-à-dire que il y a eu, je suis d'accord avec Maître Guy, il y a eu des erreurs de gouvernance. Beaucoup d'erreurs de gouvernance. Mais le peuple n'est pas divisé. Le Congolais veut que le Congo reste un et indivisible. C'est-à-dire que le chef de l'État, c'est lui le mobilisateur principal. C'est le seul élu d'ailleurs. C'est lui le commandant suprême. C'est lui le Non, puisque vous, par rapport à Paul Kagame, qui est aussi le commandant suprême de l'autre côté, et par rapport à Félix Tshisekedi, même si c'était Maître Guy qui était là, même si c'était Martin Fayoul qui était là, tout le monde devrait être derrière Maître Guy ou Martin Fayoul pour défendre d'abord les intérêts du pays. Le commandant doit être le rôle modèle. Nous devons d'abord défendre les intérêts du pays ou continuer nos guerres afin de gagner la guerre. Ça, c'est aussi une autre erreur. On dit un royaume divisé ne peut jamais... Non, le peuple n'est pas divisé. Nous voulons être ensemble. Regardez, quand vous invoquez les erreurs, allons sur le plan social. Lorsqu'il y a trop d'inégalités, ça amène la division. Allons sur le plan, par exemple, des services, sur le plan des nominations. Je n'entre pas dans l'autre aspect là parce que c'est un peu vaste. Mais quand vous prenez dans les différents secteurs, c'est pourquoi, parlant des piliers même économiques, quand vous regardez le pilier économique en soi, on va vous parler de la réduction de pauvreté, les inégalités sociales. Il faut réduire ça. Toutes ces histoires-là amènent la frustration dans le société. Excuse-moi, je ne vois aucun Congolais qui accepterait que le Rwandais prenne la RDC cause des injustices. Non, mais mon frère, parlez des Rwandais. Moi qui vous parle, moi j'ai fait la prison. J'ai commencé à combattre le Rwandais avant ce régime. Remettre la situation du Congo à l'heure actuelle avec le Rwandais, je crois qu'on est en train de tourner en rond. Regarde, on pouvait avoir un problème avec les Rwandais. Mais si à l'interne, pendant les 6 ans ici, le régime ici avait montré vraiment un bon modèle, on pouvait bien s'en passer de cette histoire de Rwandais tout en se battant avec eux. Moi je ne suis pas pro-Rwandais. J'ai fait la prison à cause de ce Rwandais-là. Donc maintenant, là, nous-mêmes à l'interne, comment, par exemple, justifiez-vous le fait que Moutamba, qui sort pour un journaliste dont l'adresse et le pays est connu, Moutamba vient proposer par exemple 4 millions. Est-ce que vous savez, non, je donne un exemple, mais ça nous amène à la division. Mais ça nous amène à la division, pardon, donnez-moi même 2 secondes, je termine. Ça nous amène à la division. Si pour chercher un journaliste, on débouche 4 millions. Alors qu'un lieutenant... On n'a pas débouché. Mais on a proposé, ou sinon c'est encore un autre mensonge, je promesse. Parce que c'est les gens là-bas. Ok. Eric Momba, si vous pouvez conclure l'émission. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Chers amis internautes, on a fini bien, ça se sent bien et tout le monde est relax. Ma conclusion, c'est j'ai un pays qui se développe a tendance à se démocratiser et à être sécurisé. Parce qu'il dit démocratie, dit que vous aurez un système d'alternance. Et moi, je soutiens ici qu'il faut investir massivement. Puisque même la débâcle de l'Est, cher Denis, Maître Guy, la débâcle de l'Est est aussi due au fait qu'il y a manque d'infrastructures.
à l'est, au sud Kivu, tout comme au nord Kivu, et il n'y a pas d'infrastructure. L'armée est prise en sandwich. Vous savez que dans ces studios, nous savons tous que s'il y a l'incendie qui se déclare à l'entrée principale, à la sortie principale, nous allons prendre la fenêtre, nous allons prendre la porte secondaire. Mais s'il n'y a pas de porte secondaire, il n'y a pas de fenêtre et que l'incendie se déclare, c'est ça la situation du Kivu. Manque d'infrastructure, donc le régime n'a pas construit. Je suis d'accord avec Maître Guy sur ces points-là, le problème de développement. Et moi, je soutiens qu'il faut investir massivement dans les infrastructures. Excuse-moi une seconde. Non, merci à bientôt. Merci. Même les personnes déplacées peuvent être relocalisées et relogées si vous avez des logements sociaux dans d'autres provinces. Voilà. Merci à mes internautes. Merci d'avoir été patient avec nous. Merci à Maître Guy d'avoir participé comme d'habitude et Eric Mwamba. Nous ne pensons pas que c'est la dernière. On va vous réclamer encore la semaine prochaine. À la réaction, c'est Fiwaka. À la caméra, c'était Deo Barungu. Nous vous disons tout simplement à la prochaine. Merci. Merci.